Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter en fait un article qui vient du blog Best Interest de Jess Cramer, mais je crois qu'il a rien à voir avec le présentateur de finance sur CNBC. Alors c'est un vieil article qui date de 2020, mais qui est intéressant parce que c'est 65 règles de finance personnelle. Alors les règles, c'est ce que les Américains appellent, enfin les Anglo-Saxons, Rules of Thumb, donc les règles du pouce. C'est difficile à traduire en français parce qu'on peut dire règles de base, règles d'or, etc. Mais en fait, il y a un côté très empirique, en fait, un peu au doigt mouillé, etc. Donc c'est vraiment, comment on peut dire, allez, on va dire règles de base, mais avec un côté vraiment très pratique. Alors je vais pas passer en revue les 75 règles de finances personnelles parce qu'en fait il y a de tout, il y a même sur la voiture, sur le budget, la partie mentale, etc. Donc moi je vais rester sur la partie investissement et retraite, et je vais vous donner mon avis en fait sur ces conseils. Le premier, alors c'est un classique, on le voit un peu partout, c'est alors ne choisissez pas des actions en direct, ne faites pas de stock picking, choisissez plutôt des ETF. Très simple, très efficace. Oui, je comprends qu'on dise ça. En fait, l'idée c'est quand on ne connaît pas les personnes à qui on doit donner un conseil. Je comprends totalement. Moi, si, je sais pas, une de mes sœurs vient me voir, mon père, un ami qui connaît rien à la finance, etc., me dit j'aimerais investir en bourse, comment faire ? Je vais lui dire n'investis pas dans des actions en direct, prends des ETF. Je vais lui expliquer ce que c'est. Donc, je trouve que c'est une bonne règle globalement pour quelqu'un qui ne connaît rien à la finance. Je pense que le fait d'investir en direct, c'est complètement sous-coté dans le sens où je pense que ça a vraiment d'énormes intérêts d'investir en direct. Il y a potentiellement la partie performance, mais pas que. Vraiment, le fait de connaître dans quoi on a investi, ça a d'énormes avantages psychologiques, des avantages en période de crise, surtout quand les crises impactent très fort certains secteurs et pas d'autres, comme la crise du Covid. Ça a d'énormes avantages pendant les périodes de bulles, de cracks, vraiment. Donc voilà, ça oui, c'est une bonne règle de base de pas faire du stock picking pour les gens qui n'y connaissent rien à la finance. Ensuite, on a les personnes qui investissent en full time, donc on va dire les professionnels, sont plus intelligents que vous. Vous ne pouvez pas les battre. Alors ça, c'est une blague. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas bossé professionnellement dans la finance. Non, c'est totalement faux. Je suis pas d'accord. Enfin, dire c'est faux. On va dire que je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Les professionnels ne sont pas plus intelligents. Alors, à la limite, qui connaissent plus, oui, mais qui sont plus intelligents, non. Et vous ne pouvez pas les battre, c'est encore plus non, bien sûr que non. Ils ont d'énormes contraintes, les professionnels. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, donc ça, c'est non. Ensuite, la règle des 72. Alors là, c'est difficile de ne pas être d'accord, c'est une règle mathématique qui dit en gros que le taux de croissance annuel d'un investissement multiplié par son temps de doublement est égal, alors c'est une approximation, à 72. Donc un investissement de 4% doublera en 18 ans. 4 x 18, 72. En investissement de 12%, doublera en 6 ans, etc. Dit peut-être plus simplement, si un capital est placé au taux d'intérêt de X%, il faut 72 sur X années pour le doubler. Moi, c'est une règle que j'utilise pas, mais j'ai toujours en tête qu'il faut à peu près 7% pour doubler un investissement. Donc, quand les gens me disent, mais non, il dit que son portefeuille a doublé, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Enfin, c'est même relativement, si vous avez un portefeuille que vous allez garder longtemps, vous allez voir que à 7% de rendement, vous allez avoir 100% de gain, il va doubler. Donc voilà, c'est juste mathématique. Le point suivant, c'est ne faites rien, restez juste assis. Alors c'est une citation qui vient apparemment de Jack Bogle. Ça, c'est difficile aussi de pas être d'accord. Il est pas bon de s'inquiéter de ses investissements et d'agir en fonction de ses émotions. Alors là, oui, je suis d'accord. On dit aussi qu'en bourse, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Et c'est encore plus vrai quand on investit en ETF. Et là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui s'adresse à des investisseurs passifs en ETF. Donc il est cohérent. Surtout que John Bogle, je le rappelle, c'est le fondateur de Vanguard qui a créé donc l'un des premiers fonds indexés. Alors c'était pas un ETF à l'époque parce que lui a créé son fonds indexé au S&P 500 au milieu des années 70, alors que le premier ETF, c'était en 1993 de mémoire, le SPDR, le SPDR, qui existe toujours sur le S&P 500. Donc oui, ne faites rien, c'est souvent la meilleure chose à faire, une fois qu'on a un portefeuille bien investi, etc. Et si vous êtes en ETF, effectivement, le but, c'est de quasiment rien faire. Point suivant, get the employer match. Oui, donc là, c'est dans le sens, c'est pour ce que les Américains appellent les 401k, désolé pour mon terrible accent, donc les 401
un cas qui sont l'équivalent des PEE en fait en France. Assurez-vous d'obtenir tout l'argent gratuit que vous pouvez. Là, c'est ce que lui conseille. Et c'est vrai que sur les plans épargne entreprise, souvent vous mettez de l'argent et l'entreprise va faire un abondement. Donc oui, c'est intéressant de profiter de ça au maximum. Après, je suis toujours surpris pour ceux qui m'envoient leur patrimoine de voir d'énormes positions dans leur employeur. Alors si c'est dans la période où vous ne pouvez pas débloquer les fonds, je comprends, mais il y en a qui ont passé cette période où ils pourraient sortir donc un portefeuille qui est 100% en action de leur employeur, par exemple pour mettre dans des ETF mieux diversifiés ou dans leur portefeuille, ou même voire même utiliser le cash, et ils le font pas et ils restent avec des portefeuilles qui sont complètement disproportionnés. Donc oui, je suis d'accord sur le fait d'employer au maximum les plans épargne entreprise parce que c'est souvent de l'argent gratuit, enfin l'abondement en tout cas, ou alors le fait de pouvoir acheter l'action de l'entreprise à peut-être 20%, 25% moins cher que dans le marché, etc. Mais bon, voilà, il faut faire attention à garder un portefeuille rebalancé. Le point suivant, c'est Balance Pre-Tax and Post-Tax Investments. Donc là, c'est vraiment, c'est une idée qui est pas évidente. C'est d'équilibrer les investissements avant et après impôt. Il dit c'est difficile de savoir quels seront les taxes, les taux d'impôt quand vous allez être en retraite. Donc c'est bien d'avoir une partie de l'argent qui est pré-taxe, une partie de l'argent qui est post-taxe. Je vois ce qu'il veut dire. Moi, c'est typiquement un cas que j'ai parce que donc moi j'ai une société qui réinvestit tout son cash flow en bourse. Donc ça, c'est très bien, c'est-à-dire que ça m'évite d'avoir à me payer de l'argent, à payer des cotisations sociales, etc. Donc la trésorerie de l'entreprise, elle travaille, si vous voulez. Le problème que j'ai, c'est que si je devais me payer aujourd'hui, je me payerais surtout sous forme de dividende, donc ce serait de la flat tax à 30%. Et cette flat tax, aujourd'hui, elle est à 30%, mais peut-être que je vais regretter, je vais avoir un portefeuille qui sera encore plus gros dans 10 ans, ils vont passer la flat tax à 40%, et je vais me mordre les doigts de ne pas avoir sorti plus tôt mon investissement pour l'investir, pour reprendre la terminologie, un post-tax, donc après impôt. Là, tout cet argent-là, dans cette partie-là, est avant impôt, si vous voulez. À côté de ça, j'ai d'autres comptes qui sont ce que je considère être après impôt. Enfin, on a toujours de l'impôt au moment où on sort, hein. Mais par exemple, tout ce qui est dans des assurances vie, je me suis déjà payé, si vous voulez, de l'entreprise, je me suis payé et ensuite j'ai investi en mon nom propre. Donc oui, de bien comprendre la notion de fiscalité, c'est quand même très, très important. Le point suivant, garder les frais bas, ça c'est vraiment, on peut pas faire, je sais pas qui pourrait être contre. En fait, si, on pourrait se dire, non, il vaut mieux avoir un meilleur broker ou des meilleurs ETF, quitte à ce qu'ils soient un peu plus chers. Non, la valeur ajoutée d'un broker est quand même très très faible. Je vois pas pourquoi on irait chez un broker un peu plus cher. Et d'ailleurs, des brokers très très bons, enfin moi je vois Interactive Broker, c'est à la fois très bon, et j'ai pas d'affiliation avec Interactive Broker, hein, mais est peu cher en termes de frais, donc je vois pas pourquoi se priver. Sur les ETF, en général, les moins chers sont aussi ceux qui ont le plus d'argent et parfois les meilleurs, donc il n'y a pas de raison de ne pas optimiser les frais. Ensuite, ne touchez pas à votre épargne retraite. Ça peut être tentant d'aller piocher dedans pour faire face à des besoins de liquidité. Alors oui, effectivement, si c'est pour des besoins de liquidité, en fait, on pourrait dire si c'est pour des dépenses, tout court, des besoins de liquidité, ils doivent être couverts par des fonds d'urgence, ça on le sait, entre 4 et 6 mois de dépenses de côté sur quelque chose qui est liquide, qui n'est pas investi en bourse ou ailleurs. Après, je peux tout à fait comprendre qu'on touche à de l'argent qu'on avait prévu pour sa retraite, par exemple pour acheter sa résidence principale. Je trouverais d'un certain côté stupide de payer des loyers toute sa vie, parce qu'on c'est pas forcément le fait de payer un loyer qui est un problème si l'argent il travaille à côté. Le problème c'est de se retrouver à un moment fragilisé parce que quelqu'un peut vous sortir de chez vous. Donc si quelqu'un décide de sortir de l'épargne retraite pour avoir un toit sur la tête qui est à lui et il pourra jamais se faire mettre dehors, je trouve pas que ce soit un choix stupide. Même chose pour démarrer un business, ça me choque pas non plus de sortir, alors dans la mesure, il faut que ça reste raisonnable, hein, ou en tout cas le placer de manière intelligente, mais pour monter un business, ça me choquerait pas non plus qu'on sorte de l'argent qu'on avait au départ mis pour la retraite. Mais effectivement, si c'est pour faire face à un besoin urgent, on est là, si c'est pour faire face à un besoin urgent, c'est qu'il y a un problème, il manquait des liquidités mises de côté. Le point suivant, c'est sur le fait de rebalancer, que ça doit faire partie de votre plan d'investissement. C'est vrai qu'avec le temps, alors ça, quand on investit depuis 2-3 ans, on le voit pas trop, mais quand on a investi depuis 10 ou 20 ans, on se rend compte que par moment, on est obligé de rebalancer parce qu'il y a des actifs qui vont avoir des gains de 100%, 150%, 200%, etc. et d'autres qui vont au contraire être en perte. Et le fait de rebalancer, ça permet par exemple, si vous avez une position qui au départ était à 5% de votre portefeuille, puis qui avec le temps est arrivée à 15-20%, c'est peut-être surtout quand il y a une personne, si cette action-là, ça va être une action qui est potentiellement un peu en bulle avec des niveaux de valorisation très élevés, ça peut valoir le coup de la rebaisser. Moi, ce que je fais de mon côté, c'est que en général, mes positions, elles tournent autour de 5%.
au départ, 5% donc de mon portefeuille, mais forcément avec le temps il y en a qui prennent plus de place. Tant que ça arrive pas à 10%, ça me gêne pas du tout en fait, parce que je veux, c'est mes meilleures actions en général, donc je veux surtout pas les diminuer en fait, je veux pas couper les performances, je veux pas je veux laisser courir les gains au maximum. Donc dans l'ensemble, ça met beaucoup de temps à passer de 5 à 10%, parce que même si l'action double, dans l'ensemble, comme mon portefeuille, le reste de mon portefeuille va aussi gonfler, entre 5 et 10%, ça va prendre plus qu'un doublement de l'action. Après, au-delà de 10%, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du niveau de valorisation. Est-ce que l'action est arrivée à ce niveau-là parce que elle a ses résultats, enfin l'entreprise a ses résultats qui se sont énormément améliorés, ou c'est juste un gonflement des multiples de valorisation, donc c'est le PER qui est passé de 30 à 120 parce qu'il y a une bulle, etc. Donc évidemment, si tout le monde s'excite là-dessus, je vais plus facilement prendre du profit que si c'est juste l'entreprise qui continue à faire du bon boulot. Mais bon, ça on va dire que c'est un problème de riche, hein. Si ça vous arrive, c'est pas si grave d'avoir une action qui est passée à 12-15% de votre portefeuille et de la ramener à 10%, mais voilà, il y a toujours un arbitrage entre avoir un portefeuille qui est bien équilibré et puis laisser courir ses gains. Le point suivant, c'est un point qui fait un peu débat, c'est la fameuse règle des 4%. Pour la retraite, si vous comptez prendre votre retraite sur un capital, hein, donc vous avez quitté votre job, etc., vous voulez uniquement vivre de votre capital, on dit souvent qu'il faut que vous puissiez vivre avec 4% de ce capital, ou moins. L'idée, c'est de se dire, ces 4%, dans les bonnes années, vous allez avoir des rendements de 8, 10, 15, 20%, mais il n'y a aucun problème, vous allez juste prendre une part de la plus-value ou du rendement au sens large. Et puis les années difficiles où votre capital va perdre 10-20%, vous allez piocher dans ce capital. Donc concrètement, ça veut dire quoi, piocher dans ce capital? Concrètement, ça veut dire vous allez devoir vendre des actions, par exemple, si c'est des actions, ou de l'immobilier, si c'est de l'immobilier, même si l'immobilier c'est plus compliqué que ça baisse de 20%. Mais bon, l'idée est là, vous allez piocher dans votre capital. Cette règle de 4%, vu qu'on est dans ces fameux principes généraux au doigt mouillé, hein, comme la règle des 72, etc., c'est pas si mal. C'est-à-dire que vraiment, si vous devez vous dire, voilà, je veux vivre avec 3 000 euros par mois, combien il me faut? Vous pouvez utiliser, vraiment pour avoir un chiffre, 3 000 euros par mois, ça fait 36 000 euros par an. Je divise 36 000 euros par 4%, ça fait qu'il me faut 900 000 euros. Mais dès que vous voulez être sérieux, dès que vraiment vous vous posez la question de quel montant de capital va vous permettre d'arrêter votre activité actuelle pour vivre de votre capital, alors il faut vraiment faire une situation qui est beaucoup, beaucoup plus précise. Ça dépend évidemment des actifs dans lesquels vous êtes investi. Par exemple, si vous êtes dans de l'immobilier et que cet immobilier vous rapporte 5%, on peut se dire que la règle des 4%, elle va à peu près tenir. Mais il faut prendre en compte le fait que vous allez peut-être avoir des problèmes de paiement de loyer, vous allez avoir des problèmes de vacances locatives, vous allez avoir des problèmes de travaux, etc. Donc il faut tout estimer. Si c'est un immeuble, un immeuble neuf qui n'aura pas de travaux, qui a une garantie décennale, etc., vous n'avez pas le même problème que si il faut changer toute la toiture dans 2 ans. Même chose si vous avez un seul bien à 900 000 euros, ou si vous avez 9 biens de 100 000 euros, vous n'avez pas le même risque de non-paiement des loyers, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si vous êtes 100% en bourse, alors il faut prévoir les coups durs, parce que si vous avez un bear market pendant quelques années, alors il faut pouvoir l'encaisser. Pour vous montrer ça, j'ai fait une petite simulation. Donc ce qu'on appelle une simulation de Monte Carlo, en partant donc j'ai pris 900 000 dollars ou euros, c'est la même chose, dans laquelle on va piocher quoi? On va piocher 3 000, donc partons de 900 000 euros, on va piocher 3 000 euros tous les mois. Donc ajuster de l'inflation, oui. Pourquoi? Parce que là j'ai pris une période de 30 ans, et si vous comptez vivre sur 3 000 dollars, la première année ça va passer, au bout de 30 ans vous ne vivrez plus sur 3 000 dollars. Donc il faut bien sûr s'indexer sur l'inflation. C'est basé sur des rendements historiques, donc c'est basé sur les rendements qui ont eu lieu dans le passé et qui sont rejoués. Je sais pas comment dire, renseignez-vous sur la simulation de Monte Carlo, mais en fait on va faire des simulations, on va tester plein de cas en fait. Donc ce portefeuille de 900 000 euros, moi j'ai décidé de le placer 60% actions américaines, 40% actions européennes, et on va jouer, je sais pas combien ils le font là, mais peut-être 1000 portefeuilles ou 100 000 portefeuilles. C'est comme si on tirait un peu au hasard l'année prochaine, l'année 2024 ou 2025, on va dire, elle va avoir un rendement de temps, on va piocher en fait. C'est vraiment des simulations, des milliers de simulations. Tiens, c'est marqué. Donc là, ils vont tester 10 000 portefeuilles basés sur les données historiques de 1986 à décembre 2023. Et donc, ce qui va être intéressant, comme on ne sait pas de quoi le futur sera fait, ça va être intéressant de voir parmi ces 10 000 simulations, dans quel cas on est bon et dans quel cas on n'est pas bon. Donc il faut bien sûr passer en échelle logarithmique, et puis on va ajuster de l'inflation. C'est très important d'ajuster de l'inflation. Pourquoi? Parce que regardez, je ne vais pas ajuster de l'inflation d'abord.
Si j'ajuste pas de l'inflation, qu'est-ce qui se passe au bout de 30 ans? On s'aperçoit que la médiane est de 7 millions de dollars. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, vous avez 7 millions de dollars, vous allez vous dire, mais c'est génial, non seulement j'ai réussi à partir de 900 000 dollars, j'ai pioché 3 000 dollars par mois et je termine avec 7 millions de dollars, mais c'est complètement fou. Moi qui ai 1 million là je pourrais vendre des actifs genre 1 million, mais il faut absolument que j'arrête de bosser, je vais tout mettre en 60% actions US, 40% actions européennes. Mais ça, c'est la médiane, c'est-à-dire que vous avez à peu près 50% des portefeuilles qui vont être au-dessus, enfin pas à peu près, vous avez 50% des portefeuilles au-dessus, 50% en dessous. Si on regarde 90e percentile, vraiment les 10% de portefeuilles qui ont le mieux marché, vous allez même terminer avec 29 millions de dollars. Sauf qu'on sait très bien que le dollar dans 30 ans, il ne vaut pas du tout le dollar d'aujourd'hui. Donc si on ajuste de l'inflation, là déjà ça va calmer tout le monde. Enfin calmer oui et non, mais disons que la médiane, elle est plus qu'à 3 millions de dollars. Donc on voit que là, dans ces cas-là, la règle des 4%, elle marche. Puisque je vous rappelle que je pioche 4%, enfin je pioche 3 000 dollars dans un portefeuille de 900 000. Le truc, c'est qu'il y a certaines années qui sont mauvaises. Vous pouvez vous retrouver à partir à la retraite en année 2000 par exemple, qui a été un marché baissier qui a duré longtemps. Donc si vous étiez parti à la retraite début 2000, enfin ou courant 2001, vous tapez un gros marché baissier derrière, donc les 3 000 euros par mois vous obligent à vendre des actifs qui sont en baisse. Et dans ce cas-là, vous terminez avec un portefeuille qui est l'équivalent de 13 000 dollars d'aujourd'hui. Et là, on est dans les 10% les plus bas, mais si vous êtes à 5% les plus bas, vous êtes probablement ruiné, en fait. Vous n'avez probablement plus rien. Et ce qui est intéressant, puisqu'on est sur cette règle des 4%, c'est de voir quel serait un taux de retrait qui serait safe et un taux de retrait qui vous permettrait de vivre perpétuellement. Et on voit que le taux de retrait safe et c'est pour ça que le taux de 4%, il n'est pas pris de n'importe où. Ce taux de retrait safe, pour les 10% les pires, il est autour de 4%. Mais ce capital, vous allez le manger. Ce qui n'est pas très grave si vous n'avez pas d'enfant, vous voulez rien transmettre, etc. Mais si vous voulez quand même transmettre ce capital, alors l'idée, ce serait plutôt de vous baser sur un taux de retrait qui serait autour de 2,5%. Et on voit que finalement, la partie médiane, on est assez safe avec ces taux, ce taux de 4%, vu que, évidemment, en moyenne, la bourse rapporte plus de 4%, donc vous n'allez piocher qu'une partie de la plus-value en moyenne. C'est justement parce qu'on est sur des moyennes partout qu'on voit ça peut être désastreux. Mais si je change complètement l'allocation, par exemple, en passant, alors je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en passant 100% en actions européennes, cette fois-ci, donc je repasse en logarithmique, je repasse en inflation adjusted, on voit cette fois-ci que le portefeuille se vide très très vite, donc vous êtes à sec au bout de 21 ans, quasiment. Sur les 10% les plus bas, vous allez être ruiné. Il y a 10% de chances que vous soyez ruiné au bout de 20 ans et que vous ne puissiez plus piocher vos 3 000 euros par mois. Et puis, même dans les 25% des cas, on voit que ça n'augmente plus. Pourquoi? Et là, la seule différence entre ce portefeuille-là et celui d'avant, c'est que je me suis mis 100% en actions européennes. Et là, si je mets sur d'autres choses, je sais pas, vous pouvez tester après. Donc, on est sur le site portfoliovisualizer.com. Et si, par exemple, quelqu'un qui est très prudent, qui se dit, mais moi, je suis pas fou, je vais me mettre en bon du trésor long terme à 100%. Alors, j'en étais où? Tac, tac. Ben là, vous perdez de l'argent. Donc, vous êtes ruiné dans 10% des cas au bout de 21 ans. Vous êtes ruiné dans 25% des cas au bout de 29 ans. Voilà, même dans la grosse moitié des cas, votre portefeuille va bien baisser en termes de dollars ajustés. Donc, si vous vivez plus de 30 ans après votre entre guillemets retraite, ça va être compliqué. Donc on voit ici que l'actif que vous choisissez, il est très 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 important. Donc la règle des 4%, oui, on a vu avec un portefeuille équilibré US, Europe, etc., ça peut jouer, mais faites ce type de simulation, vous allez vite voir ce que vous pouvez vous permettre ou non. Alors, règle suivante, épargnez pour votre retraite en premier et pour les études de vos enfants en deuxième. Les retraités n'obtiennent pas de bourse d'études. Alors moi, je raisonne pas comme ça, c'est-à-dire que dans mon épargne, je me dis pas, il y a telle partie qui sont pour ma fille, il y a telle partie qui est pour ma retraite, etc., et telle partie qui va être transmise, telle partie pour mes dépenses, bon, voilà, mais pourquoi pas, après, pourquoi pas. En fait, l'idée à retenir, c'est que quand vous êtes à la retraite, personne ne va venir vous aider. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous n'obtiendrez aucune aide. Et ça revient pour moi un peu à quand je parlais de posséder sa résidence principale ou non. À la retraite, si vous êtes locataire à 65 ans et que vous avez des problèmes pour payer votre loyer, vous faites sortir de votre logement parce que le propriétaire veut le récupérer, etc. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me ferait peur si j'étais pas propriétaire. Ensuite, $1 investi
en action aujourd'hui égale 10 $ dans 30 ans. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas dans le sens où oui, voilà, c'est des choses qu'on peut avoir en tête qui peuvent nous aider mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'inflation, justement, c'est le point suivant. L'inflation est environ de 3% par an. Si vous voulez être conservateur, utilisez 3,5% pour vos calculs. Pour moi, l'idée, c'est pas 3, 3,5, etc. C'est rappelez-vous que l'inflation existe. Rappelez-vous que l'inflation, ça a très peu d'influence sur un an à 2 ans, mais on l'a vu tout à l'heure, sur 20 à 30 ans, c'est énorme. Et même si on a eu une inflation très basse pendant des décennies, il faut se rappeler que ça existe. Et heureusement, entre guillemets, on a eu 2 années qui nous ont rappelé que l'inflation existait. Et on ne sait pas du tout ce qui peut se passer par la suite. Vous avez peut-être prévu, comme je le montrais tout à l'heure, 3 000 € de rente par mois. Si vous avez une inflation de 10% et que votre rente, parce que vous l'avez placé, je ne sais pas, en bon du trésor ou autre chose comme ça, votre rente n'est pas indexée du tout sur l'inflation, alors ça va faire très, très mal. Le point suivant, les actions performent de 7% par an après inflation. Alors moi j'ai des chiffres un petit peu différents, mais c'est la même idée, hein. Donc là il parle des actions américaines, vous allez comprendre pourquoi. Moi j'utilise toujours ce tableau-là qui vient d'un document de Crédit Suisse qui est publié chaque année, que je vous conseille vraiment, hein, que je regarde chaque année dans le détail, qui s'appelle Global Investment Returns Yearbook. Là c'est le 2023, mais il est publié chaque année sur le site de Crédit Suisse, donc maintenant d'UBS très probablement. Donc moi les chiffres que j'ai en tête, c'est 6,4% sur les États-Unis après inflation. En France, 3,4%. Donc vous voyez déjà pourquoi, si vous êtes investi sur des actifs américains ou des actifs français, la règle des 4%, elle va jouer ou non. Et puis dans le monde, c'est 5% après inflation. Voilà. Rappelez-vous ces 3 chiffres. Les actions françaises, 3,4% en moyenne après inflation. Les actions américaines, 6,4% après inflation. Et les actions mondiales, 5% après inflation. Vous êtes investi dans un ETF World. Historiquement, sur 120 ans, ce type d'actif a performé de 5% après inflation par an. Point suivant, mais cette règle-là, je la déteste, tenez votre âge en obligation. Ou alors 120 moins votre âge en obligation. Donc l'idée, c'est, vous avez 30 ans, vous devez avoir 30% en obligation. Vous avez 40 ans, vous devez avoir 40% en obligation, etc. Cette règle, elle est stupide pour 10 000 raisons. 10 000 raisons. Déjà, on n'est tout simplement pas obligé de détenir des obligations. C'est tout. Moi, je ne détiens pas d'obligations. Moi, j'ai de l'IMO et des actions et ça me suffit. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, l'idée qui sous-tend ça, c'est de se dire, plus je vais vers l'âge de la retraite, plus je dois avoir des actifs qui sont peu volatiles, parce que justement comme je vais devoir, mais ça c'est une assumption, en fait c'est pas vrai pour tout le monde, c'est une hypothèse, vu que je vais devoir vivre de cet argent-là, alors il faut qu'il soit peu volatile, parce que je veux pas avoir à retirer de l'argent sur un portefeuille boursier qui a perdu 40 ou 50% comme en 2008. Mais justement ça dépend vraiment, parce que moi par exemple, j'épargne plus presque pour la génération suivante que pour moi. Moi je pense que mon argent en bourse, j'en aurais probablement jamais besoin. Je sais pas, peut-être un jour je vais vouloir m'acheter quelque chose de complètement dingue, hein. mais je pense que ne jamais avoir à piocher dedans quasiment. Donc je vois pas pourquoi j'aurais des obligations. En plus les obligations, si on regarde à long terme dans des études type Crédit Suisse, ça va à peine vous payer l'inflation. Personnellement, moi je suis très axé action. Et même à 40 ans, enfin moi j'ai 47 ans, je vais surtout pas 47% en obligation. Sur mon portefeuille financier, je suis à 100% en action et j'ai aucun problème à être 100% en action. Et basé sur les chiffres qu'on a vus tout à l'heure en termes de zone géographique, je suis surtout investi aux États-Unis. Alors, le passé ne prédit pas le futur, on est d'accord, mais en tout cas, cette règle sur les obligations, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo dédiée, mais pour moi ça a aucun sens. Le dernier point, il est intéressant. C'est n'investissez pas dans l'inconnu, ou comme Warren Buffett dit, invest in what you know. Alors c'est Peter Lynch qui dit ça. Peter Lynch qui dit investissez dans ce que vous connaissez. Comme on parle de règles de base, comme on parle de règles qui peuvent s'adresser à un débutant, oui, à un débutant, c'est logique, n'investissez pas déjà dans un produit financier que vous ne maîtrisez pas, et ensuite si vous allez dans des actions en direct, n'investissez que dans des actions que vous comprenez. Ok, je comprends la logique. Le problème avec ça, c'est que c'est déjà la tendance humaine de base. Donc, quelqu'un qui, même s'il ne connaît pas cette maxime-là ou cette règle, il va avoir tendance à investir dans les actions qu'il maîtrise. Il va acheter du Danone, il va acheter du Renault, il va acheter du Total. Donc déjà, les Français qui connaissent très peu les autres, le monde de l'entreprise en général, ils vont investir dans des boîtes françaises. Donc là, déjà, historiquement, hein, je vous le rappelle, vous êtes à 3,4% de rendement contre 6,4% sur les US, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et en plus de ça, vous allez avoir quasiment que des actions qui font du B2C, donc qui vont vendre à des particuliers. Vous n'allez pas avoir de B2B.
Air Liquide, c'est une action favorite des Français, mais ils vendent pas aux particuliers ou très rarement. Ils vont vendre à des industriels, ils vont vendre à des hôpitaux, etc. Et si ou des sidérurgistes, enfin bon, peu importe. Et donc, si vous n'investissez que dans ce que vous connaissez, vous n'allez pas investir dans Air Liquide. Vous allez acheter que les boîtes que vous maîtrisez. Et même du Nvidia, vous n'en auriez jamais parce que vous ne maîtrisez pas exactement le processus d'Nvidia ou de toute la chaîne de valeur semi-conducteurs. Donc, ce serait assez aberrant. Moi, je remplacerais... Alors, oui, comme je l'ai dit, si vous êtes totalement débutant, etc., oui, ça c'est bien. Mais pour moi, l'investissement, la magie de l'investissement, c'est que ça permet justement de développer ses connaissances. Donc, je dirais plutôt, renseignez-vous sur vos investissements. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt, tiens, j'aimerais bien investir dans les semi-conducteurs, j'aimerais bien investir dans la cybersécurité, j'aimerais bien investir dans les renouvelables. Je vais me renseigner sur le secteur pour savoir comment ça marche. Parce que si vous restez avec vos petites connaissances et que moi je suis dans le secteur automobile, je vais surtout investir dans le secteur automobile parce que je crois que telle marque elle va battre telle autre, c'est vraiment dommage et vous allez énormément baisser vos rendements. Et le fait de devoir se renseigner pour connaître notre portefeuille, vous savez, la première règle déjà c'était n'investissez pas en direct, choisissez des ETF. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, avec les ETF, c'est que il y a un gain financier en bourse, mais il n'y a pas qu'un gain financier, il y a aussi tout ce qu'on apprend. Et j'ai tellement appris en bourse, c'est énorme. Et je suis sûr que vous, c'est la même chose. Vous avez énormément appris en vous renseignant sur des entreprises. Donc finalement, les deux points, le premier et le dernier, ils se rejoignent. Oui, si vous connaissez rien, investissez dans des ETF ou investissez dans ce que vous connaissez, mais je trouve que le mieux c'est vraiment de se renseigner sur ces investissements. Voilà, donc on est quasiment à une demi-heure, donc merci de m'avoir suivi, un petit peu long comme vidéo, mais je trouve ça sympa. Donc globalement j'étais assez d'accord avec lui. Si je réfléchis, peut-être que je changerais donc déjà les obligations. Ça j'oublie. La règle des 4%, on oublie, c'est très spécifique. On parle quand même de jouer sa vie financière, là, à un moment de s'arrêter pour vivre de son capital. C'est une décision qui est très lourde. Je l'ai fait à un moment, donc je sais de quoi je parle. Et croyez-moi que j'ai pas pris 4%, j'ai pris un chiffre qui était bien en dessous. Moi je voulais être sûr de pouvoir vivre même avec un minimum. Mais dans l'ensemble, c'est des bonnes règles. C'est des bonnes règles de base. Il n'y a rien à dire. Et c'est sûr que si je ou vous devez donner des conseils à quelqu'un qui n'y connaît rien, on va tous donner les mêmes conseils de gestion passive, d'ETF, etc. Donc voilà, ça reste quand même des bonnes règles de base. Mais surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. J'avais fait un petit trou là, une petite vacances sur ma chaîne perso. Je me suis forcé dans cette semaine de vacances. Ça fait 2 semaines que je fais pas grand chose à faire une petite vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, merci à tous et à bientôt.